Je suis Gaëlle Jeanmar, donc je suis docteur en philosophie avec une thèse en philosophie de l'Antiquité. C'est quelque chose qu'on a développé à Philocité, qui est donc une organisation de jeunesse en Belgique qui concrètement font des ateliers de philosophie avec tous les publics, mais peut-être particulièrement les enfants à l'école. De la formation d'enseignants dans un pays où maintenant on enseigne la philosophie dès le plus jeune âge. Et puis des interventions dans l'espace public, et alors avec aussi un grand soin pour la dimension réflexive de ces pratiques, et donc pour la qualité de la recherche, d'où cette collection de pratiques philosophiques qui accompagne théoriquement les gens qui pratiquent la philosophie sur le terrain, partout où ça peut se faire, dans les écoles, les prisons, les hôpitaux, en accompagnant des gens qui traversent des choses parfois très complexes et à qui ça peut offrir un soutien intellectuel puissant que le fait de discuter philosophiquement et collégialement à plusieurs de grandes questions philosophiques. Alors peut-être c'est intéressant de parler de la genèse de la collection, et c'est un intérêt de la direction de Vrin pour la philosophie pour enfants. Donc on pourrait dire que ça se recoupe en partie avec la philo de l'éducation, déjà c'est le même public a priori, quoi. Ça pourrait être des questions qui se recoupent parfois, c'est-à-dire comment on fait comment la philosophie intervient dans l'éducation des enfants. Est-ce qu'elle a des choses à dire sur les enjeux, les limites, les façons d'éduquer, etc. Mais là, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt la philosophie peut-elle s'adresser aux enfants? Est-ce que ça a du sens de dire que des enfants philosophent? Et si on veut faire des enfants des gens qui peuvent philosopher, qu'on trouve légitimes comme interlocuteurs philosophiques, qu'est-ce que ça change de la façon de faire de la philosophie? On ne va pas faire un cours d'histoire de la philosophie. Du coup, c'est plutôt ça. L'angle de la collection, c'est un angle pratique. C'est plus ce que c'est que philosopher, si ce n'est pas faire un cours d'histoire de la philosophie. Et donc, ça s'intéresse aux pratiques, à la dimension pratique de la philosophie, mais en essayant de ne pas opposer histoire de la philosophie d'un côté et puis philosopher, et ce serait des habiletés intellectuelles, on argumente, on problématise, avec des enfants on trouve des exemples, des contre-exemples et ce genre de choses, et on travaille vraiment ça. Ce serait pas opposer ces deux choses-là, parce qu'il y a la place dans la collection aussi pour l'histoire des pratiques de la philosophie, et donc les deux premiers ouvrages, ils peuvent illustrer ça. Ils peuvent illustrer l'intérêt pour la philosophie pour enfants. C'est l'ouvrage de Galichet, Philosopher à tout âge, et donc dès qu'on a 6 ans ou par là. Et ça tourne autour d'une habileté en particulier qui est l'interprétation, et il y a des propositions pratiques d'ateliers, de philosophie qu'on peut faire à tout âge, en effet, autour de ce que c'est qu'interpréter une image, un texte. Donc ça, c'est plutôt dans la lignée pratique de la philosophie pour enfants, disons, même si on peut élargir le public. Sébastien Charbonnier, Aimer s'apprend aussi. C'est un ouvrage dont le sous-titre c'est Méditation spinozienne, et dans le fond ce que ça montre, c'est qu'on peut aller chercher chez Spinoza une forme pratique, la méditation, mais qui est vraiment une forme historique, quoi. Les méditations de métaphysique, c'est aussi une forme, et parfois on ne s'intéresse pas à cette dimension-là, mais seulement au contenu théorique, mais on peut réhabiliter ça. Comment serait... et à quoi servirait le fait de méditer en philosophie? Et là, ça concerne un enjeu pédagogique, en l'occurrence, c'est à partir d'une thèse spinoziste qui est, dans le fond, on ne peut pas enseigner en critiquant, par exemple, la limite de la pensée des élèves. Ça ne marche pas, pédagogiquement, mais ça a une dimension pratique qui est explorer toutes les facettes d'une idée pédagogique, et surtout chercher à se transformer soi comme enseignant. Comment on fait quand on a l'habitude de l'esprit critique de reprendre, de montrer les limites,
Comment on arrive à modifier des réflexes intellectuels. Donc il y a vraiment un effet de transformation de soi qui est aussi cherché dans ce livre. Alors, c'est difficile d'expliquer un retard. Je ne suis pas sociologue, je ne vais pas faire de la sociologie sauvage, de la recherche dans le monde des pratiques philosophiques, mais c'est vrai qu'en fait, il y a une tradition très francophone autour de Michel Tozzi et de la DVDP, la discussion à visée démocratique et philosophique. Et puis aussi, il y a un usage de Lippmann. D'ailleurs, chez Vra, on avait accueilli la première traduction française à la découverte d'Aristotle Meyer. Et donc, il y a aussi un usage de la CRP, Communauté de recherche philosophique. Donc, généralement, on utilise pratiquement ces deux méthodes-là de discussion de philosophie avec les enfants, quoi, avec assez peu de littérature intellectuelle pour soutenir des pratiques. Donc, généralement, c'est des praticiens, ils ne sont même pas toujours philosophes. Et dans le fond, ce qui les intéresse, c'est des dispositifs pratiques. Et du coup, aller lire de l'anglais, aller lire les sources, ça se fait très peu. Donc déjà, on ne lit qu'en français. Et donc, par exemple, Lippmann, on le connaît plus par la version québécoise de Michel Sasseville, et on n'a pas été lire Lippmann. Alors, on lit uniquement ce qui est traduit. Donc, avec un peu de chance, là, maintenant, oui, c'est une occasion, en fait, d'enrichir le monde des pratiques philo par de la littérature anglophone au départ. Mais c'est pas juste en retard. Je voudrais pas, parce que 30 ans de retard, on se dirait mince, il y a plein de choses qui se sont faites en fait dans l'intervalle. Il y a plein de choses qui se sont déployées, des choses comme Galichet. Je pense que ça pourrait se traduire en anglais et qu'ils seraient très contents aux États-Unis de travailler aussi la question de l'interprétation, par exemple. Mais donc il ne faut pas penser ça comme un retard. C'est plus une occasion, là maintenant, d'aller chercher dans d'autres traditions ou dans ce qu'on utilise déjà, par exemple à CRP, des moyens d'enrichir un peu les questions qu'on se pose et les pratiques qu'on a. Alors, comment on le fait avec ces deux ouvrages-là ? Donc, je trouve que ce qu'apporte Gareth Matthews, c'est une question qui existe très peu en philosophie de façon générale et dans le monde des pratiques philosophiques et de la philosophie pour enfants. C'est se demander quelle représentation, quelle conception on a de l'enfance. Donc, avoir une philosophie de l'enfance. C'est quelque chose qui commence à exister dans d'autres disciplines. Donc il y a une sociologie de l'enfance avec les travaux de Régine Sirota, de Martine Court. Il y a une anthropologie de l'enfance avec les travaux de Margaret Mead. Il y a une histoire de l'enfance avec les travaux de Philippe Ariès. Mais c'est des objets à chaque fois mineurs et récents. Et en philosophie, on manque d'une philosophie de l'enfance. Et pourtant, c'est un questionnement, quand on fait de la philosophie avec les enfants, on a quand même intérêt à se poser la question de on s'adresse comment à des enfants, qu'est-ce qu'on a comme préconception de l'enfance, et si tout ça ne devrait pas être plus questionné, plus conscient. Et donc voilà, cette question-là, ça vaut la peine de l'amener, alors pas comme un ouvrage abouti qui donne toutes les clés, mais comme une nouvelle question légitime. Anne-Margaret Sharp, on la connaît très peu, je vous ai dit moi-même Lippmann, alors que c'est normalement Lippmann et Sharp. C'est un duo. Sauf que, voilà, on parle toujours de Lippmann, on lit éventuellement les travaux de Lippmann, on l'associe très peu à Anne-Margaret Sharp, et qui donne pourtant un visage de ces pratiques philosophiques et de la philosophie pour enfants qui est un peu différent. Lippmann, c'est un professeur d'université qui est logicien, donc il y a un aspect formel et donc un travail un peu intellectuel sur les habiletés de pensée, donc on travaille toutes sortes d'habiletés, d'ailleurs j'ai dit argumenter, problématiser, mais c'est pas que ça, c'est plein de choses très raffinées, l'art de trouver les conséquences, interroger les conditions, enfin voilà, toutes sortes de choses comme ça, avec les enfants dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est le travail spécifique de logicien, un peu travail de la pensée, comme ça, des outils de la pensée philosophique. Anne-Margaret Sharp, c'est quelqu'un qui d'abord avait une pratique, qui accueillait chez elle des étudiants d'origine très multiples et en décrochage complet par rapport à l'école, et qui a utilisé avec eux toutes sortes de techniques pédagogiques où elle testait pour voir... donc il y a vraiment une dimension beaucoup plus éthique et politique et beaucoup plus concrète aussi
à ce que c'est pratiquer de la philosophie avec des gens en rupture complète avec le système scolaire et qui ne vont pas avoir envie de faire un exercice de logique. Et il y a une dimension aussi, beaucoup plus radicale dans certaines choses, parce qu'elle a fait une thèse de philosophie, elle est aussi prof d'université, elle a fait une thèse de philosophie sur Nietzsche, donc il y a aussi un côté plus contestataire, disons, une interrogation plus radicale sur ce que c'est philosopher et à quelles conditions on peut le faire et dans quel contexte. Institutionnalisation et université, c'est deux choses un peu différentes et complémentaires, mais par exemple, en Belgique, il y a un cours de philosophie et citoyenneté depuis la maternelle, donc depuis que les enfants ont 6 ans, ils suivent un cursus obligatoire en philosophie, mais du coup, voilà, on se trouve dans une situation en Belgique d'institutionnalisation de la philosophie avec les enfants. On doit concrètement le faire, et du coup, la recherche se court après. C'est-à-dire, il y a des enseignants, le cours est institué tout de suite, avant même que le système de formation des enseignants, avant même que la recherche suive. Donc elle est en train de récupérer derrière. Il y a beaucoup de choses qui foisonnent depuis parce qu'il faut aider concrètement ces enseignants. Donc il y a une institutionnalisation aussi de la recherche progressivement. Il y a beaucoup de gens qui ont été engagés pour faire ça. Alors c'est l'exemple de la Belgique. Je pense globalement que ça... Enfin, je sais pas, ça va dans ce sens-là dans certains pays, dans le sens inverse dans d'autres pays. Et on pourrait toujours interroger les rapports entre... les régimes politiques et la place de la philosophie dans l'enseignement, mais ça vaut la peine aussi, quand la philosophie est institutionnalisée, comme c'est le cas en Belgique, d'interroger aussi ces rapports-là, de se dire, tiens, une fois que c'est une pratique de l'école, la philosophie, elle est là à quel titre et pourquoi faire au juste? Est-ce qu'elle préserve bien des dimensions émancipatrices? Est-ce qu'elle est là... pour servir les plats, enfin je sais pas. En tout cas, c'est des dimensions qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est pas juste un enjeu, l'institutionnalisation de la philosophie. C'est aussi un questionnement. Qu'est-ce qu'on fait quand la philosophie s'enseigne de façon obligatoire dès le plus jeune âge? Qu'est-ce que ça fait à la philosophie, peut-être? Moi, ce que j'interrogerais, c'est ces deux publics, ces deux lieux, un peu l'école et l'entreprise, qui sont en effet des nouveaux publics de la philosophie, qui, un peu par l'histoire de la discipline, est un public souvent intellectuel de haut vol, et la philosophie est une discipline élitiste. Alors tout à coup, on se dit, si on fait de la philo en entreprise et si on fait de la philosophie à l'école, qu'est-ce qu'on est en train de faire d'autre, peut-être ? Et effectivement, ce qui est... on parlait d'institutionnalisation, mais ce n'est pas de l'institutionnalisation, c'est plus... Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est la massification de l'enseignement de la philosophie, et ça, je pense que c'est vrai dans plein de pays, pas seulement la Belgique. Et globalement, ça pose des nouvelles questions sur comment on enseigne la philosophie à partir du moment où on l'enseigne plus uniquement en terminale, ou plus uniquement dans des filières spécifiquement littéraires, mais qu'on élargit un peu à d'autres filières. Enfin, on se demande, quoi, qu'est-ce qu'il faut modifier de la philosophie pour qu'elle soit pas juste une discipline qui rebute, en fait. Et donc, en effet, les pratiques philo, c'est toute une réflexion pour dynamiser et ouvrir la philosophie à des nouveaux lieux. Alors quand même, l'école et l'entreprise, c'est des lieux un peu particuliers. C'est pas la société dans son ensemble. C'est des lieux qui ont quelque chose de spécifique. C'est un croisement entre pouvoir et démocratie. On reproduit socialement quelque chose à l'école et en entreprise. Il y a une discipline du travail, des corps. Et du coup, ça pose des questions. Si la philosophie vient dans ces lieux-là, c'est à la fois très intéressant, parce que c'est des lieux où il y a une vigilance à avoir
oui, sur les types de sociétés qu'on est en train de créer, sur le rôle de la philosophie là-dedans, et une vigilance inverse à avoir aussi sur, au service de quoi la philosophie est-elle est-ce qu'elle aide à supporter le travail? Est-ce qu'on va faire un atelier de méditation? En tout cas, c'est un reproche qu'on fait souvent aux nouvelles pratiques philosophiques, c'est ok, mais si ça a un certain succès en entreprise, est-ce qu'on n'est pas en train de faire comme la méditation ou le yoga, une pratique qui permet de supporter ce qu'il y a d'insupportable dans le travail il faut être vigilant à ça, je pense, que ce serait dommage de dire ne compromettons surtout pas la philosophie avec ces lieux-là, mais de se demander, de garder cette question-là. Qu'est-ce qu'on y fait au juste quand on y est, mais sans perdre l'enjeu de faire des choses partout dans la société où il y a moyen de faire quelque chose de philosophique, où il y a moyen de vivifier un peu le questionnement. Il y a un projet qui est une histoire de la philosophie à travers les femmes philosophes tout au long de l'histoire. Et je trouve ça un certain intérêt parce que la philosophie pour enfants, c'est une philosophie qui s'intéresse à un public peu légitime à philosopher, les enfants aujourd'hui. Mais au cours de l'histoire, ça a pu être les femmes. Il y a peu de femmes dans l'histoire de la philosophie. Et donc ça a aussi un certain intérêt de reparcourir toute l'histoire depuis l'Antiquité pour aller chercher ces perles cachées, disons, des femmes philosophes. Et aussi le faire d'une façon qui questionne ce que ça change à la façon de faire la philosophie, ce que ça change au questionnement philosophique, à la façon de la pratiquer. D'où l'intérêt dans une collection de ce type-là. Je suis vraiment très heureuse d'accueillir ce projet.